Bonjour et bienvenue sur ZUp. Aujourd'hui, première vidéo d'une nouvelle série qui s'appelle Explique-moi. L'idée est très simple. Quand je ne comprends pas quelque chose ou qu'un sujet, une actualité, un métier m'intéresse, j'invite un spécialiste et je lui pose des questions. Et bien sûr, le sujet de l'esprit critique n'est jamais bien loin. D'ailleurs, si tu as dans tes contacts des personnes intéressantes à interviewer, n'hésite pas à les mentionner dans les commentaires. Dans les prochaines vidéos, j'aimerais bien discuter avec un philosophe, un joueur d'échecs pro et un astronaute. Pour la première d'Explique-moi, j'ai le plaisir de recevoir François Lasserre, qui est spécialiste des insectes et qui a gentiment accepté d'être mon premier invité. Et un grand merci à Cyril de nous avoir mis en contact. Alors, pour commencer, première question. Explique-moi ton métier. Alors, moi, je vais te parler de mon métier, mais avant, je voudrais te parler du métier d'entomologiste, les spécialistes des insectes. Et les spécialistes des insectes, en général, ils sont souvent dans ce qu'on appelle un laboratoire, dans leur bureau, avec des insectes sous les loupes pour bien voir qui ils sont et ce qu'ils font. Ou alors, il y en a qui sont sur le terrain, en train d'aller à la rencontre des insectes et de vérifier s'il y en a beaucoup ou pas beaucoup, s'ils se portent bien ou pas. Donc, c'est un métier très scientifique, très pointu, et ils passent aussi beaucoup de temps devant leur ordinateur à compiler les données qu'ils ont récupérées dans les labos ou sur le terrain. Ils sont souvent en contact d'insectes vivants ou parfois d'insectes morts quand ils sont obligés de les tuer pour la science. Et puis moi, j'ai un métier dit de vulgarisateur ou de médiateur, c'est-à-dire que moi j'essaye de prendre toutes les infos que les scientifiques sur les insectes connaissent, les entomologistes, et j'essaye de les restituer le mieux possible, ou en tout cas d'accompagner les gens vers ces informations. Et les gens, c'est le grand public, donc les enfants, les adultes, peu importe. Quand on dit grand public, c'est les gens en fait qui ne connaissent pas trop les insectes et qui ont envie de les connaître un peu mieux. Donc, je suis une espèce de médiateur. Donc, j'écris des livres, je suis un peu professeur, je suis un peu formateur. J'emmène encore des gens dans la nature pour aller à la rencontre des insectes, les voir en direct. Parce que, bon, on en reparlera, mais il n'y a rien de mieux que de les rencontrer, parce que souvent, on en a peur parce que justement, on les a jamais rencontrés. Mais c'est vrai qu'une grande partie, c'est d'écrire des livres, notamment sur toutes les bêtises que les gens croient sur les insectes ou les araignées, par exemple. D'accord. Deuxième question. C'est quoi avoir de l'esprit critique dans ton métier? Eh ben, c'est pas facile. Alors, avoir de l'esprit critique, c'est être scientifique. L'entomologie, c'est quand même un métier, c'est quand même de la biologie, c'est quand même de la science. Et du coup, normalement, quand on est scientifique, on est censé avoir de l'esprit critique. Mais parfois, on en manque un peu. Et pourquoi? Parce que souvent, quand on s'intéresse au vivant, c'est qu'on l'adore, on l'aime. Et du coup, tu vois, là, à ce moment-là, on est sur les émotions et le ressenti. Et donc, on a l'impression parfois que tous les insectes sont sympas ou que la nature est belle ou que ce genre de choses parce que on a de l'affect. Et en fait, dès que l'affect ou l'émotion s'en mêle, ben, on perd un peu son esprit critique. Donc, il y a parfois des biologistes qui s'en mêlent un peu dans leurs émotions et qui oublient ce côté très rationnel de la science. Et donc, il faut, dans ce métier qui est proche de la nature, de ce qu'on appelle la nature, maintenant on l'appelle plus trop la nature depuis longtemps, d'ailleurs on l'appelle plutôt la biodiversité ou l'environnement ou les milieux naturels, il faut se méfier de cette envie d'aller sur de l'émotion trop. Mais en même temps, l'émotion, c'est ce qui nous permet d'apprécier les insectes ou d'apprécier les arbres ou les mammifères, etc. Et du coup, c'est souvent, il y a une espèce de dualité un peu entre les émotions. On adore les petites bêtes, les animaux, et en même temps, il faut qu'on soit scientifique, qu'on soit très carré. Et parfois, c'est pas tout à fait compatible. D'accord. Et c'est quoi le risque justement si on n'en a pas? Eh ben, le risque, ce serait de raconter des bêtises, évidemment, ou d'être trop dans l'affect et de dire, et du coup de dire des bêtises parce que, et c'est ça que je l'entends parfois de naturalistes, je les entends dire des choses qui sont pas tout à fait vraies. Et le problème de ça, c'est qu'un jour, quand le public se rend compte, par exemple, j'en sais rien, je vais essayer de trouver un exemple, mais quand le public se rend compte que c'est pas tout à fait vrai, et ben à ce moment-là, ils te font plus trop confiance, tu vois, où ils se disent, ben lui, bof, ce qu'il raconte. Et quand on est trop sur les émotions, parfois, on dit des choses qui sont pas tout à fait justes. Et quand le public s'en rend compte un jour, ils disent, alors, vous nous aviez raconté n'importe quoi, et ils finissent par plus trop être avec vous, plus trop vous croire. Ok. Et qu'est-ce que c'est tes idées reçues préférées sur les insectes?
Elles sont tellement nombreuses. Ah bah déjà, je sais pas, par exemple, on entend encore éteins la lumière, les moustiques vont rentrer. Non, mais n'importe quoi. Et en plus, quand tu creuses la question, donc les moustiques, ce n'est pas la lumière qui attire les moustiques, c'est nous qui les attirons. Est-ce que tu me vois briller dans le noir? À ton avis, est-ce que je brille dans le noir? Non, je ne suis pas une lumière. Et je le sais d'autant plus. Et donc, les moustiques, en fait, quand tu creuses, tu vois, on a toujours entendu que les moustiques étaient soi-disant attirés par la lumière. Mais en fait, quand tu poses des questions aux gens, c'est d'ailleurs ça qu'on nous apprend aussi en pensée critique. Ah bon, comment tu sais? Qu'est-ce que tu as vu? Comment ça s'est passé, etc. Bah, au bout d'un moment, ils se rendent compte, ils se disent, ah bah oui, en fait, ils ne sont pas attirés par la lumière. Parce que si j'allumais ma lampe de chevet la nuit, quand j'en peux plus, je me suis fait piquer 2-3 fois, ben la femelle, parce que c'est que les femelles qui nous piquent, viendrait tourner autour de la lampe, tu vois, par exemple. Et du coup, ce serait hyper facile de la tuer parce qu'on n'en peut plus. Donc, en fait, quand on creuse, les gens le savent que les moustiques ne sont pas attirés par la lumière, mais celle-là, elle est énorme. Alors, il y a le fait que les frelons seraient dangereux, par exemple, alors qu'il vaudrait presque mieux se faire piquer les fesses par un frelon que par une abeille domestique, par exemple, parce que c'est un peu moins empoisonné, la piqûre d'un frelon, par exemple. Alors, je suis OK, j'accepte les idées reçues sur les araignées qui ne sont pas du tout des insectes. Hein, tu le sais, ça. Non, tu le sais ou non? Bon, c'est vrai que ça peut être une idée reçue de penser que les araignées sont des insectes. Les araignées et les insectes sont assez différents. Et du coup, mais bon, comme personne ne le sait, tout le monde pense que les insectes sont des araignées, donc on pose plein de questions sur les araignées, et on pense évidemment souvent que les araignées font des gros boutons la nuit. Quand tu te réveilles et que tu as un gros bouton quelque part sur le corps, ben, ce serait une araignée, ce qui est complètement faux. Et puis en plus, évidemment, si tu demandes à la personne, ah bon, est-ce que tu l'as vu faire? Tout le monde te dit, bah non. Donc on n'a jamais la preuve que c'est ça. Et puis, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Alors, il y a un autre truc, mais ça qui est un peu compliqué à comprendre, c'est de penser que les guêpes piquent. En fait, les guêpes piquent, ou disons quasiment pas. Bien sûr que si tu prends une guêpe dans la main, elle va piquer parce qu'elle a un dard. Et si tu ne la prends pas, en général, dans 9 millions de cas sur 10 millions, on ne se fait quasiment pas piquer. Si tu veux, tu vois, toute l'année, enfin, dès qu'il fait beau, il y a plein de guêpes qui nous tournent autour, tout le temps, tout le temps, tout le temps. On ne se fait jamais piquer par les guêpes. Elles viennent, elles sont à table. Enfin, en tout cas, quand on se fait piquer, c'est vraiment rarissime. C'est une anecdote. Et donc, finalement, on part de cette anecdote qui vraiment quasiment n'arrive quasiment jamais de se faire piquer par une guêpe, presque pas au cours d'une vie. Sauf comme ça, la tête dans un nid de guêpe, bien sûr, on va se faire piquer par plusieurs dizaines de guêpes, mais sinon, dans la vie, on se fait très peu piquer. Et en fait, finalement, si on était un peu plus logique, un peu plus rationnel, on pourrait dire, bah non, les guêpes, finalement, ne piquent quasiment pas. Et donc, quand on voit une guêpe, on s'en méfierait pas, tu vois. On verra un insecte rayé jaune et noir, comme on sait que ça arrive extrêmement rarement, on ne serait pas stressé. Mais c'est compliqué parce que notre cerveau se souvient de cette anecdote, soit de quelqu'un qui nous a dit « je me suis fait piquer par une guêpe », soit d'une fois dans notre vie, on s'est fait piquer par une guêpe, et on ne retient plus que ça. Donc notre cerveau nous trompe un peu. Et avec un peu plus de pensée critique, on arrive à être un peu plus détendu de la guêpe. Je continue, mais il y en a plein des idées reçues. Alors que les perce-oreilles perceraient les oreilles, etc., etc. Il y en a beaucoup. Et tu sais pourquoi il y en a beaucoup? C'est parce que c'est aussi des animaux qui sont très proches de nous. Quasiment de tous les humains et les humaines sur Terre, ça fait partie des animaux les plus nombreux en quantité d'espèces, en diversité d'espèces. Et donc, il y en a plein, 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 plein. Et donc, on en rencontre tout le temps. Donc, on a plein d'idées reçues sur eux. On a moins d'idées reçues sur les mammifères, par exemple, qu'on voit moins souvent. On les voit moins, tu vois, on voit moins souvent un renard ou un blaireau ou un chevreuil dans son jardin. En revanche, les insectes, on a plein d'idées reçues. Et tu dirais quoi à l'enfant de 10 ans que tu étais? Je dirais quoi? Bah, monte une chaîne YouTube ZUp. En tout cas, si tu veux monter une chaîne YouTube ZUp, je suis de tout cœur avec toi parce que le monde manque un peu d'esprit critique. Alors, c'est normal, je sais qu'on est un peu câblé pour être irrationnel. En revanche, ce que je trouve extraordinaire dans ta démarche et ce que j'adore dans la pensée critique et dans l'esprit critique, c'est que, à mon sens, l'esprit critique apporte plus d'apaisement, plus de paix.
Et comme moi, je suis pour être en paix avec les insectes, en paix avec les humains, en paix avec qui on veut, je veux que le monde soit un peu plus paisible et je pense, il me semble, que l'esprit critique, c'est pour ça que je trouve ça super chouette ce que tu fais, et tu peux vraiment être fier de toi, l'esprit critique, à mon sens, apporte de la paix, de l'apaisement. Merci. De quel biais cognitif tu te méfies le plus dans ton métier? Alors, je me méfie particulièrement d'un des biais les plus puissants qui est le biais de confirmation. Et du coup, je fais régulièrement le tour de mes idées. Dès que je pense à un truc, j'essaye de faire un tour à 360 pour être sûr que ce que je raconte n'est pas guidé par mon biais de confirmation ou l'envie que j'ai de dire ou d'écrire quelque chose. Parce que justement, j'écris ou je raconte des choses à beaucoup de gens. Donc, évidemment, je lutte tous les jours contre mon biais de confirmation. Et puis, il y en a un, tout à l'heure, je te parlais d'apaisement, de paix, l'esprit critique. Et donc, je me méfie beaucoup du biais de négativité. Alors maintenant, j'ai un détecteur à biais de négativité. Donc, je suis normalement plus victime de mon biais de négativité. Normalement, je ne vois que le côté positif des choses. Mais c'est vraiment voilà, quelque chose qui a pu nous servir peut-être avant, au cours de l'évolution. Mais le fait d'être toujours négatif et de toujours voir le verre à moitié plein, ça, vraiment, je m'en méfie parce que quand on est négatif, personne n'a tellement envie de vous suivre. Vous allez entraîner avec vous que les gens qui, donc si moi dans mon métier, disons de faire aimer les insectes en gros et d'être un peu tranquille avec eux, si je suis négatif, je vais entraîner que les gens qui ont déjà des mauvaises idées sur les insectes ou alors les gens qui regrettent que les gens n'aiment pas tous les insectes. Pourquoi ils n'aiment pas les insectes? Ils sont sympas. Alors que quand on est positif et quand on donne envie, eh ben, on peut même attirer les gens qui n'aiment pas trop les insectes en disant ah, tiens, lui, il a l'air sympa, détendu, il n'a pas du tout envie de me dire quoi faire ou il n'a pas envie de me stresser. Et du coup, normalement, on fait mieux notre métier quand on est positif. D'accord. C'est quoi la chose à laquelle tu as cru et qui te fait le plus sourire maintenant? Alors en fait, finalement, je trouve que c'est très chouette. Finalement, tu sais, dans tous les gens qui ont de l'esprit critique ou qui sont dans la zététique, tout ça, on entend souvent dire j'étais un ancien croyant, j'ai cru à ça, j'ai cru à ça. Et donc finalement, pour toujours voir le côté positif, ben, finalement, c'est top d'avoir été croyant et d'avoir cru en quelque chose. Et donc, je n'en souris plus. Je suis très content d'avoir cru des trucs parce que maintenant que je sais ce que c'est que de croire en des choses qui ne sont pas tout à fait justes, bah, du coup, j'ai un peu plus de pensée critique vis-à-vis de ça. Alors, il y a un moment quand même, quand j'étais au fin fond de la forêt vierge, que j'ai compris que j'ai appris que les fleurs, que les plantes communiquaient entre elles, que la pollinisation se faisait comme ci, comme ça. Il y a un moment, tu te dis, mais c'est pas possible, c'est incroyable. Et tu peux te laisser aller à penser qu'il y aurait une espèce d'intelligence. Tu sais pas comment en parler. C'est peut-être comme ça que sont nées les religions. Ou non, tu te dis, mais comment c'est possible tout ça? Et en fait, c'est juste que j'étais mauvais en pensée critique, je ne connaissais pas les probabilités et que j'ai oublié et que mon esprit ne pouvait pas penser que toutes ces choses que je voyais avaient quasiment 4 milliards d'années d'évolution derrière elles et que donc, bon, ben voilà, que c'était arrivé par le hasard et que c'était gardé par l'évolution et que tout ça se faisait sans aucun sens, etc. Alors, c'est vrai que ça désenchante un peu le monde quand tu as vraiment beaucoup d'esprit critique, parce que du coup, tu sais que la nature n'est pas belle, tu sais que les choses ne sont pas bien faites dans la nature, c'est arrivé de façon tellement lente et il y a eu tellement de trucs ratés avant ça, avant ce qu'on voit, que ça désenchante un peu. Voilà. Donc c'était un peu voilà cette idée qu'il y avait c'était tellement dingue ce que je découvrais dans la nature que je me suis dit mais c'est pas vrai, il y a une espèce d'intelligence, c'est pas croyable. Et en fait, voilà, manquait juste, j'avais pas vu un épisode de Z Up pour ça. Dans ton livre, j'ai lu qu'il restait encore des zombies sur Terre. Est-ce que c'est vrai? Parce que j'ai pas tout compris. Alors, les zombies n'ont jamais disparu, c'est surtout ça. Il y a presque toujours eu des zombies.
Alors, tu dois vouloir parler de ces insectes, par exemple, qui sont parasités par des parasites particuliers et qui les téléguident en quelque sorte. Et donc, il y a des fourmis, par exemple, qui peuvent être, quand elles sont parasitées, du coup, le parasite, le fait qu'elles soient parasitées fait qu'elles vont monter en haut d'une herbe et ne plus bouger jusqu'à ce qu'un bovin, par exemple une vache, broute l'herbe, mange la fourmi, et le parasite va pouvoir continuer sa vie à l'intérieur de la vache. Et du coup, le fait d'avoir parasité et rendu un peu zombie la fourmi et de la faire se retrouver sans bouger en haut d'une herbe, ça favorise une partie de la vie du parasite. Par exemple, où il y a le criquet qui se fait zombifier, parasiter, et puis ça le fait sauter dans l'eau, ça le fait se noyer, parce que comme ça, il peut être mangé par un poisson, et du coup, le parasite va continuer sa vie à l'intérieur du poisson, ou un truc comme ça, etc. Et des histoires de zombies, il y en a un paquet, ça fait un peu peur même. Pourquoi il faut absolument protéger les abeilles? Alors, il y a les abeilles et tous les autres insectes qui pollinisent. Quand on dit protégeons les abeilles, en fait, on devrait dire protégeons les insectes pollinisateurs. C'est parce qu'on se dit, sans les insectes pollinisateurs, nos fleurs ne vont plus devenir des fruits. Parce que ce que les gens ne savent pas toujours, c'est que bien sûr, une pomme ou une poire, c'est un fruit, c'était donc une fleur, mais une aubergine, une courgette ou un poivron, par exemple, c'est un fruit, ce sont des fruits aussi, qui étaient des fleurs. Et les fruits, d'un point de vue botanique, c'est le résultat d'une fleur qui a été fécondée. Et ces fleurs-là, une grande partie des fleurs ne peuvent devenir des fruits que grâce aux insectes pollinisateurs. Mais ils sont des milliers. En France, il y a plus de 10 000 sortes d'insectes pollinisateurs. Donc, il n'y a pas que l'abeille domestique, il y a les abeilles sauvages, les papillons, les mouches, les guêpes, même les frelons participent à la pollinisation. Mais tu vois, pendant longtemps, on me disait oui, c'est très important de protéger les insectes. C'est vrai quand on pense à nous. Tu vois, là, je suis en train de te parler de mes fruits et de nos fruits et légumes. Et donc, c'était toujours centré sur nous. C'est-à-dire que quand on dit c'est important de sauver les abeilles, en fait, c'est parce que quand on sauve les abeilles, on se sauve nous. Donc, c'est sûr qu'il faut penser à sa survie, évidemment. Mais j'adorerais un monde, et c'est ça que j'essaye de mettre dans mes livres le plus possible, un monde dans lequel on protège les insectes, les abeilles, les mouches, les papillons, peu importe, juste parce que ce sont des êtres vivants comme nous, pas parce qu'ils nous sont utiles, pas parce qu'ils sont ceci, pas parce qu'ils sont cela, juste parce qu'ils vivent comme nous. Et de la même façon que toi et moi, et on est content d'être vivants et on n'a pas envie qu'on nous embête ou qu'on nous fasse mal, si on pouvait juste ne pas le faire aux autres animaux, en tout cas le moins possible, aux autres êtres vivants, en tout cas le moins possible. Mais les aimer pour ce qu'ils sont. Parce qu'une mouche, une guêpe, un frelon, peu importe, c'est un être vivant comme toi et moi. Et si on peut tout faire pour ne pas le blesser ou le tuer, je trouve ça chouette, de la même façon que j'ai envie qu'on fasse tout pour ne pas me blesser ou me tuer. Et du coup, cette notion, on entend souvent, les insectes sont importants, ils ont des rôles à jouer. Oui, bon, c'est bien de penser à ça, évidemment, à sa survie en tant qu'être humain, avoir une nourriture variée, avoir des oiseaux dans le jardin, par exemple, parce que les oiseaux, il y a plein d'oiseaux qui mangent des insectes. Donc, oui, c'est chouette d'avoir des oiseaux, etc. Et je trouve que pour aller un peu plus loin encore, juste apprécier les insectes pour ce qu'ils sont, des êtres vivants qui ont mis 4 milliards d'années à évoluer comme nous, qui sont autant évolués que nous et qui ont envie, comme moi j'ai envie, qu'on me laisse tranquille, voilà, et les laisser tranquilles. Du coup, j'incite le plus possible avant d'agir, quand on a un jardin, un balcon, réfléchir avant d'agir. Parce que c'est vrai que notre instinct, quand on en a peur, on n'a qu'une envie, c'est de les écraser, de s'en débarrasser, d'acheter des produits et tout. Bon, de moins en moins quand même. Et donc, réfléchir avant. Est-ce que vraiment il m'ennuie? Bien se renseigner et faire preuve d'esprit critique. Par exemple, des frelons, on peut tout à fait vivre avec un nid de frelons dans le jardin, même s'il est asiatique. Mais pour ça, il faut beaucoup d'esprit critique et ne pas se faire avoir par ces biais de raisonnement. Alors, on nous dit que le frelon asiatique, il est dangereux pour les autres frelons. Est-ce que c'est vrai? Alors, tu vois, déjà, la démarche est top. Ce que tu viens de faire, c'est on nous dit, et tu poses la question à quelqu'un qui connaît un peu plus les insectes que… Je ne dis pas que je connais parfaitement les insectes, mais c'est exactement ça la démarche de la pensée critique, la pensée méthodique. Et évidemment que non, mais si tu veux,
le frelon asiatique, alors surtout quand c'est les humains qui me disent est-ce que les frelons sont embêtants ou détruisent la nature, etc., je rigole. Parce que ceux qui détruisent quand même beaucoup la nature et qui tuent beaucoup d'insectes, c'est quand même avant tout les humains. Donc quand un humain me dit est-ce que c'est embêtant un frelon asiatique, déjà je rigole. Les frelons asiatiques, ils sont installés. C'est surtout ça qu'il faut comprendre. Ils sont installés, on ne pourra plus vivre sans, a priori. Ça y est, ils font partie du paysage. Donc, on pourrait dire déjà, on pourrait être accueillant, dire oh, ok, ça y est, on a une autre espèce de frelon. Et surtout, on ne peut pas faire autrement. En revanche, il y a certaines populations de certains frelons asiatiques qui attaquent assez facilement quelques ruches, surtout les ruches qui ne sont pas très en forme, souvent. Et du coup, évidemment, le monsieur qui a une ruche à cet endroit-là, il est embêté par ces frelons. Oui, mais par ces frelons-là, cette population de frelons. Mais sinon, dans l'ensemble, tous les frelons asiatiques ne mangent pas toutes les abeilles de France. On peut aussi aller chercher leur qualité. Alors, tu vois, c'est ce que je te disais tout à l'heure quand je te parlais des insectes qui viennent d'ailleurs, on s'en méfie toujours un peu plus. Mais les frelons asiatiques ont aussi plein de qualités. Ils participent à la pollinisation, comme l'autre frelon jaune et noir. Ils servent de nourriture à plein d'animaux. Il y a plein d'animaux qui mangent des frelons. Donc, il y a des oiseaux qui mangent des frelons, il y a des menthes religieuses qui mangent des frelons. Et puis, les frelons ne s'attaquent pas qu'aux abeilles. Les frelons, même les frelons asiatiques, peuvent s'attaquer aux guêpes. Moi, quand je l'ai vu, mais ils aiment les insectes groupés. Je ne vais pas parler d'anecdotes. Ça, tu vois, en pensée critique, c'est important de toujours aller chercher un truc qu'on a vécu. Non. En revanche, ce qui est vrai, c'est que les frelons asiatiques attaquent les insectes qui sont regroupés. Et dans les insectes regroupés, il y a les guêpes sociales. Et les guêpes sociales se font régulièrement attaquer par les frelons asiatiques. Est-ce que tu as déjà entendu dire heureusement qu'il y a des frelons asiatiques parce qu'il y aura du coup moins de guêpes cette année? Est-ce que tu as déjà entendu ça? Non, voilà, jamais, parce qu'on va toujours souvent chercher le côté négatif, surtout quand c'est une bête qui vient d'ailleurs. Donc les frelons asiatiques ont des qualités comme les autres frelons et on est en train, comme on est obligé de vivre avec, on est en train de changer un peu nos pratiques d'apiculture. D'accord ? Donc à certains endroits, c'est vrai que certains frelons peuvent être embêtants. En revanche, c'est mieux de réfléchir avant d'agir et surtout de ne pas dire que l'ensemble des frelons asiatiques sont d'horribles insectes qu'il faudrait exterminer. Non, ça c'est complètement faux. Il y a quelques frelons asiatiques et d'ailleurs les frelons aussi d'Europe qui attaquent des abeilles de temps en temps. C'est embêtant pour plein de gens, oui, mais on ne pourra pas faire autrement a priori. Ils se sont installés en Europe. Du coup, essayons surtout de réfléchir avant d'agir et donc de faire en sorte de faire à ces endroits-là de penser à élever les abeilles autrement pour pas que certains frelons asiatiques soient trop ennuyeux pour nous. Et je voudrais aussi ajouter que le frelon asiatique, il est un peu plus petit que le frelon jaune et noir, le frelon dit d'Europe. Il est tout aussi craintif, inoffensif tant qu'on ne le prend pas dans la main et tant qu'on n'est pas proche de son nid, on peut tout à fait vivre avec des frelons autour de nous. Ils nous ignorent, tu vois. Et donc, qu'ils soient asiatiques ou d'Europe, originaires d'Asie ou originaires d'Europe, on peut tout à fait vivre avec des frelons autour de nous. Alors, est-ce que toi, tu aurais quelque chose à dire aux enfants ou même aux adultes qui vont regarder cette vidéo? D'essayer de réfléchir avant d'agir quand on voit des insectes, parce qu'on manque beaucoup d'esprit critique vis-à-vis des insectes. Et en fait, bien penser, surtout, c'est une des choses que j'ai mis dans un de mes livres, qu'on est entouré d'individus insectes. Et tu vois, quand il y a une mouche qui vient se poser, ce serait top, de bien réaliser qu'en fait, c'est un individu comme toi et moi. Et avant de lui taper dessus comme ça, juste parce que elle t'inquiète, ou juste parce qu'on t'a dit que c'était soi-disant sale, ou juste parce qu'avant, peut-être que si tu lui laisses déjà, tu l'épargnes, on peut commencer comme ça. Je ne te demande pas de les aimer, de les caresser, de dormir avec tout de suite dès le premier soir, parce que je sais qu'on a plein d'idées reçues vis-à-vis des insectes. Mais si déjà on pouvait éviter de les tuer pour un oui, pour un non, et ça commence dans sa cuisine, dans son jardin, etc., c'est une première étape. Parce qu'en fait, on est entouré d'individus, animaux, non humains, autour de nous, qui ont envie d'être tranquilles comme toi et moi. D'accord. Merci pour toutes ces réponses et merci d'avoir passé beaucoup de ton temps avec moi. Avec plaisir, Aidan, bravo pour ce que tu fais. Et à bientôt, peut-être, j'espère, pour le challenge. Oh là là, qu'est-ce qui m'attend? Alors, spéciale dédicace à ma mère, est-ce que les mouches, c'est sale? Ah, donc tu as une maman normalement constituée. Alors, une mouche, c'est pas sale en soi,
c'est si une mouche se pose à un endroit où il y a une bactérie, un microbe qui pourrait nous rendre malade et que tout de suite après, elle vient se poser sur la nourriture que tu vas manger et que là, à ce moment-là, oui, on pourrait considérer qu'elles sont sales. Mais dans l'ensemble, les mouches sont plutôt propres. Déjà, elles se nettoient tout le temps. Et puis, les entomologistes aiment bien dire que les mouches sont hyper propres puisque souvent, si elles vont sur les crottes, c'est parce que leurs bébés mangent les crottes. Mais le fait que les bébés des mouches mangent les crottes, ça fait disparaître les crottes. Ou quand tu vois un oiseau qui meurt, qui tombe, il y a des mouches qui viennent dessus, qui pondent, et du coup, grâce au bébé mouche, l'oiseau disparaît. Donc, les déchets, que ce soit une crotte ou un cadavre, disparaissent grâce aux mouches. Donc, on pourrait presque dire que les mouches font partie des insectes les plus propres de la nature, presque. D'accord. Elle va être contente. C'est quoi ton actualité avec tes projets? Alors, je viens de sortir un livre auquel je tiens beaucoup, qui s'appelle. Alors, j'en ai deux que je trouve chouettes. Il y en a un qui s'appelle Inventaire des petites bêtes des jardins et qui plaît beaucoup, qui est illustré par une illustratrice, Marion Van Den Broek. C'est absolument top. Oh, regarde, je tombe sur le frelon à pattes jaunes, le frelon asiatique. Ça va être une formidable transition. Formidablement illustré par Marion Van Den Broek. Et justement, ça tombe bien. Donc, j'ai mis le frelon asiatique parce que le frelon asiatique fait partie des insectes qu'on peut rencontrer dans le jardin. Et j'ai sorti juste après un livre qui s'appelle Beau d'ailleurs. Beau d'ailleurs, c'est-à-dire que il y a plein d'animaux qui nous entourent dans la nature, qui viennent de pays étrangers ou de régions étrangères, donc qui viennent d'ailleurs. Et ce qu'on voulait montrer avec Cyril Ruozo, le photographe, que ces animaux étaient magnifiques, quoi qu'il arrive. Et souvent, comme ils viennent d'ailleurs, on les aime pas trop. Parce que on n'aime pas trop ce qui vient d'ailleurs, parce qu'on a des biais cognitifs très forts qui nous font nous méfier des autres, de ce qui vient d'ailleurs. Et du coup, ce qu'on appelle les animaux exotiques, souvent, ils sont un peu moins aimés que les autres. Et je pense que c'est en grande partie à cause de biais cognitifs et de biais de raisonnement. Et du coup, on a fait un livre avec Cyril pour les réhabiliter, si tu veux, pour apporter beaucoup plus de pensée critique vis-à-vis de ces beaux étrangers et étrangères. D'accord, merci. Et j'ai une toute dernière question. Est-ce que je peux te nominer au Setup Challenge? Évidemment, je ne sais pas trop encore, je ne suis pas sûr d'avoir tout compris, mais évidemment, avec plaisir. Je ne sais pas trop ce qui m'attend, mais oui, avec plaisir. Merci pour ces réponses. Et voilà, cette première vidéo est terminée. Dites-moi en commentaire si elle vous a plu et comment je pourrais m'améliorer pour les prochaines. À bientôt!